Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission sur le tarmac de l'aéroport d'Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, où en mai 2023, le président français a effectué une visite stratégique. Pourquoi ? Parce que la France s'intéresse de près au véritable coffre-fort géologique que constituent les sous-sols de la Mongolie. Ils contiennent notamment de l'uranium, indispensable pour les centrales nucléaires françaises. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ce pays singulier, notamment parce que la Mongolie est une démocratie enclavée entre deux géants autoritaires, la Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine. Dès lors, comment Oulan-Bator peut espérer creuser son chemin, cultiver sa différence? La réponse avec nos cartes. Coincée entre deux géants, la Russie au nord et la Chine au sud, la Mongolie est l'un des pays les plus enclavés au monde. Un immense territoire d'une superficie d'1 566 000 km², soit 3 fois la France métropolitaine, sans aucun accès à la mer. Le pays est connu pour être le moins densément peuplé au monde, seulement 3,3 millions d'habitants, dont la moitié se concentre dans la capitale, Oulan-Bator. En plein boom économique et démographique, l'agglomération qui rassemble 1,67 million d'habitants est l'une des villes les plus polluées au monde. La Mongolie se situe sur un vaste plateau montagneux dont 80% du territoire dépasse 1000 mètres d'altitude. Le climat continental est rude et d'un froid extrême. Avec le changement climatique, l'amplitude des températures s'est encore accrue et peut atteindre 40 degrés en été et descendre sous les -50 en hiver. Cette terre d'infini offre une étonnante variété de paysages. Au nord et à l'ouest s'étendent 3 grandes chaînes de montagnes, dont la plus massive est l'Altaï. Du centre à l'est, on trouve la steppe. Elle couvre les 3/4 du pays, constituée d'immenses plaines où vivent les troupeaux de bétail, moutons, vaches, yaks ou chevaux. Le contraste est saisissant avec le paysage immaculé du désert de Gobi au sud. Avec 1 300 000 km², c'est le désert le plus vaste d'Asie et le plus froid au monde après l'Antarctique. À la frontière du sud, les cailloux laissent place aux dunes de sable et aux caravanes de chameaux. Alors voyons maintenant comment ce territoire hostile a été apprivoisé par une population nomade aux traditions millénaires. Près de 35% des Mongols sont des éleveurs, qui vivent essentiellement dans des yourtes et se déplacent au gré des saisons à la recherche de pâturage pour leurs troupeaux. Mais ces empereurs des plaines sont désormais forcés à l'exode rural, en raison d'hivers de plus en plus rigoureux et de la désertification. Résultat, ils se sédentarisent dans les grandes villes et s'entassent dans des bidonvilles comme ici, à Oulan-Bator. Ces peuples nomades sont relativement homogènes sur le plan linguistique, la grande majorité parlant le mongol. Ils sont par ailleurs peu mélangés sur le plan ethnique. Ainsi, les Khalkha sont largement majoritaires, ils constituent les 4/5 de la population. Les autres tribus représentent environ 10%, et enfin le reste de la population est turcophone. Il s'agit principalement des Kazakhs qui vivent à l'ouest du pays, dans les hautes altitudes de l'Altaï. Groupe ethnique avec sa propre langue et ses traditions, comme la chasse à l'aigle royal, le peuple kazakh est aussi une minorité musulmane dans un pays à majorité bouddhiste. En effet, 50% de la population pratique le bouddhisme tibétain, qui est redevenu la religion principale du pays. Durant la période d'influence soviétique, on y reviendra plus tard, les moines ont été massacrés et la plupart des monastères ont été détruits. Une vague de répression qui a également touché les chamans, ces guérisseurs et maîtres traditionnels. Aujourd'hui, les croyances chamaniques sont redevenues très populaires dans les campagnes comme dans les villes. Alors précisément après cette présentation géographique et sociologique de la Mongolie, intéressons-nous à son histoire, en commençant par l'empire nomade et la figure légendaire de Gengis Khan. En seulement 20 ans au XIIIe siècle, le chef mongol a bâti un empire, l'une des plus importantes expansions militaires de l'histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 1206, après avoir réussi à unifier différents clans nomades rivaux, le téméraire Temujin, guerrier des steppes, est proclamé Gengis Khan, empereur universel. À la tête d'une armée de cavaliers, ce chef militaire hors pair et conquérant implacable part à l'assaut du monde. À sa mort en 1227, l'empire mongol s'étire de la Chine du Nord jusqu'à la Perse.
Une progression par les armes que vont poursuivre ses descendants, notamment son petit-fils Kubilai Khan. À son apogée autour de 1276, il contrôle le plus vaste empire de tous les temps qui s'étend de l'océan Pacifique aux rives de la Méditerranée. Un territoire de 36,5 millions de kilomètres carrés. À la fin du XIIIe siècle, l'empire mongol finit pourtant par s'effondrer et à partir de 1691, le nord de la Mongolie est colonisé par la Chine des Qing. 1911, l'effondrement de la dynastie impériale chinoise conduit à une séparation entre la Mongolie intérieure, qui reste rattachée à la Chine, et la Mongolie extérieure, qui, elle, passe sous influence russe. 1924, c'est le tournant avec la proclamation de la République populaire de Mongolie. Le pays devient un État à partie unique étroitement lié à l'Union soviétique. Pendant 60 ans, il vit sous la férule du Parti communiste qui obéit aux ordres de l'URSS. 1990, après la chute du communisme, les premières élections libres sont organisées et le pays s'engage dans une transition pacifique vers l'économie de marché. Aujourd'hui, la Mongolie est une vraie démocratie libérale qui tranche avec les modèles autoritaires mis en place par ses voisins chinois et russes. L'alternance du pouvoir y est réelle entre le Parti du peuple mongol, ancien parti communiste réformé, et le Parti démocrate. La presse est indépendante, seule ombre au tableau, la corruption endémique qui ternit l'image de la jeune démocratie. Ainsi, le pays est classé 116e sur 180 par Transparency International. Fort d'un système politique démocratique original dans la région, on l'a vu, la Mongolie a également bénéficié d'un développement économique rapide, mais fragile, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Handicapée par une industrie manufacturière peu développée et une agriculture peu performante, la Mongolie a tout misé sur son activité minière. Véritable coffre-fort géologique, on l'a dit, le pays possède d'importantes ressources. Réserves de charbon, gisements de cuivre, d'or, d'argent, de fer, d'uranium et de terres rares. Dans le désert de Gobi, la mine de cuivre d'Oyu Tolgoi, la colline turquoise, est considérée comme l'un des plus grands gisements de cuivre au monde. L'exploitation a été confiée à une entreprise étrangère, le géant anglo-australien Rio Tinto, qui détient les 2/3 de la mine, le reste appartenant à l'État mongol. Principal moteur de l'économie, le secteur minier représente 26% du PIB et le pays affiche une forte croissance économique, plus de 6% en moyenne depuis 2000. Sauf que ce développement a creusé la fracture entre les élites, qui profitent de cet Eldorado minier, et le reste de la population dont 27% vit sous le seuil de pauvreté. Paradoxalement, la richesse des sous-sols mongols apparaît comme une malédiction, car l'économie est vulnérable, trop dépendante des variations des cours des matières premières. Et puis surtout, la Mongolie dépend de son principal client, la Chine, qui absorbe près de 83% des exportations mongoles, du cuivre, du charbon, de l'or et du fer. Plus globalement, Oulan-Bator est coincé entre Pékin, qui lui fournit plus de 35% de ses marchandises, notamment des véhicules et de l'électricité, et Moscou, qui l'approvisionne en pétrole. Cette hyper-dépendance à ses voisins fragilise la Mongolie, qui tente de diversifier ses partenaires commerciaux. Et il n'y a pas que sur le plan économique que l'État mongol tente de desserrer l'étau russe et chinois. Toute sa politique étrangère repose sur la même logique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, en 1990, au moment de la chute de l'Union soviétique, la Mongolie a fait le choix de la neutralité, avec des mesures fortes comme l'interdiction de stationnement d'armes nucléaires ou de bases militaires étrangères sur son sol. Mais dans son désir d'émancipation, Oulan-Bator a également choisi de nouer des relations privilégiées avec d'autres puissances. Les États-Unis, le Japon, l'Union européenne, l'Inde, des pays démocratiques et développés, susceptibles de défendre l'exception démocratique mongole. L'initiative la plus importante a été le soutien militaire aux États-Unis lors de la guerre en Irak en 2003, tandis que la Chine et la Russie s'opposaient fermement à la guerre menée par Washington dans le pays. La Mongolie joue donc un difficile jeu d'équilibriste pour promouvoir son indépendance, tout en évitant de déclencher un conflit avec ses voisins historiques.
En 2016, la Mongolie a signé un accord pour la création d'un corridor économique Chine-Mongolie-Russie, reposant sur une trentaine de projets de voies routières et ferroviaires. Objectif, permettre au pays de devenir un hub logistique entre la Chine et la Russie. Voilà pour ce voyage en Mongolie, un pays immense, riche de ses ressources géologiques, mais aussi de son modèle démocratique et libéral singulier. Elle qui vit entre deux pays autocratiques, la Chine et la Russie. La Mongolie qui compose habilement avec toutes ces données, préservant la susceptibilité de ses deux encombrants voisins, tout en développant ses relations avec les pays démocratiques et développés de la planète. À Oulan-Bator, cette habileté diplomatique a un nom, on parle de stratégie du troisième voisin. Et si vous voulez poursuivre l'étude de cette Mongolie contemporaine, lisez l'ouvrage d'Antoine Maire, paru chez CNRS Éditions. Et si vous voulez creuser la question des dynasties mongoles, cet ouvrage plus historique qui revient notamment sur la figure fascinante de Gengis Khan. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Commentez, abonnez-vous.